Voici venu le moment des 7 péchés capitaux quand on est en recherche d'emploi. Alors ça, c'est un module qui est un petit peu confrontant et je suis assez direct dans celui-là, je m'en excuse, mais comme vous regardez ce module-là, on va dire isolé, je l'espère, ben voilà, je vous laisserai en tirer les enseignements qui vous semblent être qui vous semblent être les plus importants pour vous. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir les 7, vous en avez peut-être un, deux, et si vous avez les 7, c'est pas bien grave. Le tout, c'est de le savoir, d'en prendre conscience et d'ajuster le tir et de se dire voilà, ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais changer mon fusil d'épaule, je vais m'améliorer. Voilà, il vaut mieux connaître ces fléaux que de ne pas les connaître. Ceci dit, ça fait pas super plaisir à entendre la plupart du temps. Le fléau numéro 1 et le péché numéro 1, c'est de se trouver des excuses. Alors, qu'est-ce que j'entends par se trouver des excuses? C'est dire, tiens, je n'ai pas de boulot parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il y en a pas, il y a pas de boulot, donc du coup j'en trouve pas parce que il y a pas le marché. J'ai pas de boulot parce que je suis trop vieux. J'ai pas de boulot parce que j'ai pas d'expérience. J'ai pas de boulot parce que c'est de la politique et on est obligé d'être pistonné pour entrer dans ce boulot-là. Toutes sortes d'excuses qu'on peut se trouver, c'est des histoires qu'on se raconte. Jordan Belfort dirait, et je mets entre guillemets, les histoires. La seule chose qui vous sépare de votre objectif, c'est l'histoire à la con que vous vous racontez. Et c'est un petit peu ça. Se trouver des excuses, c'est ne pas prendre la responsabilité. Et je pense que c'est une des étapes et des clés. Au-delà de la demande d'emploi, c'est une des clés de votre réussite personnelle. Prenez la responsabilité de votre vie. Prenez la responsabilité des résultats que vous avez aujourd'hui, qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe. Tous les résultats que vous avez au jour d'aujourd'hui sont le fruit de décisions que vous avez prises par le passé. Donc l'idée, c'est d'arrêter d'accuser les autres et de se regarder dans la glace, de faire un état des lieux précis et de dire voilà, j'en suis là aujourd'hui, je suis le responsable de ça, maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour changer? Qu'est-ce qu'on va faire pour mettre en place quelque chose qui va nous permettre d'avoir une meilleure dynamique? Vous êtes le capitaine de votre vie, n'oubliez jamais ça. Et se trouver des excuses, c'est vraiment terrible parce que quand on se trouve des excuses, on se déculpabilise. Et donc du coup, on n'évolue plus parce c'est pas de notre faute, c'est pas de notre ressort quelque part si on ne réussit pas. Donc comme ce n'est pas de notre ressort, ce n'est pas à nous nécessairement de nous en sortir. Et là, on fait appel à la chance, ce genre de choses. Voilà, je vous invite vraiment à changer ça. Si vous êtes du genre à trouver des excuses, à vous dire c'est pas ma faute. Waouh, là, essayez vraiment d'arrêter ce genre de choses, d'arrêter de vous dire ça et de vous dire au contraire, quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Quelle est la chose que moi je peux maîtriser dans la situation qui m'est arrivée ou dans laquelle je suis et sur laquelle je peux agir? Et là, vous tiendrez le bon bout. C'est vraiment l'un des premiers conseils que je peux vous donner. Je pense que si même vous n'écoutez pas les autres, juste celui-là, écoutez-le et prenez la responsabilité. Évidemment, ça fait un petit peu peur. Évidemment, on se dit, waouh, c'est un peu dur à encaisser au départ. Mais faites-le, vous en sortirez grandi et vous allez vous grandir de manière exponentielle à partir du moment où vous ne vous trouverez plus d'excuses. Le second péché capital de la recherche d'emploi, c'est le manque de lucidité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans une recherche d'emploi, il y a plusieurs étapes. Je vous les énumère. Il y a la préparation du CV, de la lettre de motivation, prévenir son réseau, ça c'est la première étape. Ensuite, étape 2, on envoie nos lettres de motivation. Étape 3, on attend les retours, donc peut-être un appel téléphonique. Étape 4, il y a souvent un pré-entretien. Étape 5, il y a l'entretien d'embauche. Étape 6, il y a l'embauche. Et étape 7, il y a la période d'essai. Dans toutes ces étapes-là, quand on est en recherche d'emploi, il faut se trouver des moyens de mesurer si on est efficace ou pas. Je vous prends l'exemple de la lettre de motivation quand on l'envoie. Si au bout d'un mois, on n'a pas de retour, c'est qu'il y a un souci sur la lettre de motivation et le CV, ou le CV. Il y a un problème où on n'envoie pas à la bonne personne. Et tout ça, il faut l'analyser et il faut avoir la lucidité de se dire, là, je n'ai pas la bonne démarche. J'ai beaucoup trop, moi, de candidats qui croient que leur CV, leur lettre de motivation est génial et dans les faits, c'est pas calibré. C'est pas calibré pour les personnes. Donc du coup, il faut rapidement se rendre compte qu'on n'est pas lucide et essayer de voir où ça pêche. Ensuite, en deux, c'est quand on est un demandeur d'emploi, l'employeur est souvent en position de force. Ok, moi je vais vous apprendre, je vais vous donner des tas d'astuces pour que vous deveniez, vous preniez le lead et que vous soyez en position de force, sauf que au départ, l'employeur
est en position de force. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'emploi et que lui, il en a un à offrir. Et même si vous êtes déjà en poste et que l'employeur veut vous débaucher ou autre, c'est lui qui a le carnet de chèques. Donc du coup, lui, il a toujours plus ou moins cette position de force. Et très peu de candidats savent inverser la vapeur. Rassurez-vous, je vais vous apprendre comment on fait. Juste, il faut être conscient et ne pas oublier que votre employeur est votre meilleur client. Considérez-le comme votre meilleur client. On y reviendra, mais à un moment donné, moi, je vois trop de candidats qui disent, ouais, moi je prends, moi je veux, moi j'exige. Mais dans les faits, ils ne donnent rien. Un employeur, il veut d'abord voir qu'est-ce qui va se passer. Il veut savoir s'il achète pas un lapin dans un sac. Il veut savoir réellement, il veut avoir des garanties. Et ça, on se trompe. Quand on manque de lucidité, on se trompe là-dessus. Et on croit qu'on est une star, et on croit que, voilà, on vaut tel tarif, et que c'est le tarif qu'on doit payer, que l'employeur doit payer. Je pense que il faut un petit peu retourner sur terre. Je suis pas en train de vous dire que faut se brader. J'en viens au conseil numéro 3. C'est être incohérent au niveau du salaire. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous bradiez. C'est pas du tout ça. Je vous dis juste qu'il faut le faire de manière stratégique. Il faut pas que vous disiez à votre patron, et admettons que ce soit un client, ben je vais te matraquer mon ami, mon tarif c'est ça et puis c'est comme ça. Non, il y a d'abord la valeur à créer dans sa tête. Donc ça s'évolue en fonction de vos compétences par rapport au poste, ça s'évalue en fonction de la concurrence aussi. Qui sont les gens? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui postulent au poste? Là aussi on a des astuces pour savoir si le poste est convoité ou pas, ça on va y venir, la formation est là pour ça. Quand on met la barre un peu trop haute, voilà, par exemple, on met la barre trop haute, on veut une entreprise qui est comme ci, comme ça, comme mi, et puis dans les faits, on réduit le spectre des entreprises potentielles et on se retrouve vite à sec. Donc tout ça, il faut y être extrêmement vigilant. Donc le manque de lucidité, très très important. Je vous rappelle les 3 points pour le manque de lucidité: ne pas faire les ajustements, penser que l'employeur n'est pas en position de force et être incohérent au niveau du salaire. Le 3e point et le 3e péché, c'est de méconnaître sa valeur. Je vous parlais de joyau. Je vous disais que vous aviez un joyau, et je vous disais que dans ce module-là, je vous prouverai que vous avez un joyau, et que dans le second, je vous démontrerai quelle valeur vous avez réellement. Ben, on en est là. La méconnaissance de sa valeur, c'est quoi? Ça passe par un oubli de toutes les compétences que vous avez parce que vous les faites tellement naturellement que vous ne savez plus que vous savez. Je vais vous faire un petit laïus là-dessus et vous donner un exemple. Le processus d'apprentissage se passe comme ceci. Il y a 4 étapes. La première étape, c'est je ne sais pas que je ne sais pas. Je suis dans la voiture avec mon père qui me conduit pour aller au foot, j'ai 10 ans. Et là, je sais pas que je sais pas conduire. Et qu'un jour, ça me sera très utile de savoir conduire pour m'amener d'un point A à un point B. Ensuite, on sait qu'on ne sait pas. Là, j'ai 16 ans, j'ai la mobilette depuis 2 ans, je me caille l'hiver franchement avec ma mobilette. Et là, je me rends compte qu'il faudrait vraiment que j'apprenne à conduire, parce que ça me permettrait d'aller d'un point A à un point B au chaud ou au frais l'été. Vous voyez, donc là, c'est la seconde étape. 3e étape, je sais que je sais. Là, je viens j'apprends à conduire. Hein. Je sais que il faut que j'embraye, il faut que j'accélère. J'ai la tête qui est pleine de choses. Je conscientise tout ce que je fais. Donc, je suis pas spécialement le plus efficient, mais je réfléchis à tout ce que je fais, mais je sais faire. Et là, je sais que je sais. Et ensuite, on passe à je ne sais plus que je sais. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si vous avez le permis, vous vous rendez compte que vous allez d'un point A à un point B, vous ne conscientisez plus rien du tout. C'est rentré dans un automatisme, vous embrayez, vous accélérez, vous passez votre vitesse, enfin bon, c'est pas dans l'ordre, mais peu importe. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous ne pensez plus à tous ces gestes qui ont pourtant mis vachement de temps à s'intégrer en vous. Parce qu'au début, j'imagine que vous avez calé comme tout le monde, quand il fallait embrayer, accélérer, voilà. Enfin, en tout cas, moi, je sais que la première fois, et même les fois suivantes, j'ai calé. Donc là, l'idée, c'est qu'on devient finalement inconsciemment compétent. Et pour la majorité des gens, on en est là. C'est-à-dire que le fait que vous soyez inconsciemment compétent vous rend extrêmement efficient à votre poste, sauf que vous avez complètement oublié que vous saviez. Et donc du coup, quand je demande aux candidats souvent, couche-moi un petit peu ton expérience, ce que tu sais faire, tes compétences. Souvent ils me sortent que 2-3 mots, 4-5 mots, allez pour les meilleurs 10, de me dire je sais faire ça, je sais faire ça et je sais faire ça. Les gens ont l'impression de ne rien savoir faire. Alors que quand on pose les questions stratégiques que vous allez avoir en module 2, on arrive à se rendre compte qu'on est ultra compétent et qu'on sait faire un nombre de choses incalculables.
Et c'est tout ça qu'il faut extraire de votre cerveau parce que c'est ça qui a de la valeur pour un employeur. Un employeur se fout de vos diplômes, à part si c'est un diplôme de sécurité de chimiste, évidemment, on va pas vous donner n'importe quoi, n'importe quel métier si vous n'avez pas de diplôme, mais ce qu'il veut, c'est avant tout la compétence que vous avez acquis et l'assurance de cette compétence. Le quatrième péché capital, c'est de mal rédiger son CV et sa lettre de motivation. Je sais, j'ai énormément de candidats qui me disent oui, mais moi, tu sais, Yannick, l'essentiel, c'est que j'aille en face de l'employeur et une fois que je suis en entretien, là, je suis bon. Et sincèrement, dans les faits, je suis d'accord avec eux. C'est à l'entretien que tout se joue. Sauf qu'avant l'entretien, les petits soldats qui vont vendre l'entretien, c'est votre CV, votre lettre de motivation. Et si vous les bâclez, l'employeur pensera que vous ne valez pas le coup et vous ne serez pas sélectionné pour l'entretien. Donc, ils sont prépondérants, ils sont ultra importants. Vous savez, on dit que le plus important dans un livre, c'est son titre. Là, c'est pareil. Ce sont vos flyers, ce sont vos publicités. Et donc, si vous soignez pas votre publicité, mais ça fait pas sérieux. Il y a un théorème en vente qui s'est toujours vérifié dans ma carrière et que je trouve juste génial et qui dit « Si on fait bien quelque chose mais qu'on le dit mal, l'autre pensera qu'on le fait mal ». Vous imaginez le meilleur cuisinier du monde, un Bocuse, un Marc Vera, dans un restaurant boui-boui dans lequel il y a une devanture toute sale, avec un comptoir tout sale, tout marron, avec des chaises qui sont pas appareillées pour toutes les tables, avec pas la même chose, avec des nappes à moitié tachées. Vous imaginez ce cuistot-là dans ce resto-là? Mais il va faire faillite, le mec, c'est sûr, parce que vous n'y rentrerez pas, à moins d'être mort de faim ou de n'avoir que ce restaurant à des kilomètres à la ronde. Et encore, je suis pas certain que vous préféreriez pas vous cuisiner un truc vous tout seul. Pourtant, c'est le meilleur cuisinier du monde qu'il y a dedans. Et il vous le dit, le gars, avec son tablier tout sale. Je suis le meilleur. Et il l'est. Mais vous ne le croirez pas parce qu'il ne fait pas envie, qu'il ne donne pas envie et qu'il n'est pas vendeur. Donc prenez en leçon ce quatrième péché pour bien rédiger votre CV, votre lettre de motivation. On va vous donner tous les outils pour vous faire un CV et une lettre de motivation aux petits oignons. S'il vous plaît, prenez acte et faites le job jusqu'au bout et soyez jusqu'au boutiste. Le cinquième péché capital de votre recherche d'emploi, c'est de fermer le spectre de vos recherches d'emploi au lieu de l'ouvrir. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Pour exemple, j'ai une candidate qui souhaitait être documentaliste, qui maintenant a trouvé, mais qui au départ était venue me voir en me disant « Voilà Yannick, j'habite à la campagne, j'ai une problématique, c'est que je veux devenir documentaliste et que je ne trouve pas. Ok, dis-moi tes critères. Bah écoute, je veux déjà que ce soit à un quart d'heure de chez moi en voiture. Ok, un quart d'heure de chez toi en voiture. » On a pris une carte, dessiné un cercle autour de cette carte à un quart d'heure, et on s'est rendu compte qu'en termes de potentiel, elle n'avait qu'un collège à qui elle avait demandé et avec qui elle avait eu un refus. Donc là, je lui ai fait comprendre qu'il fallait soit qu'elle déménage dans un endroit où il y avait, on va dire, des jobs de documentaliste plus dense, un endroit où c'était un petit peu plus dense, soit en ville, soit qu'elle revoie ses prétentions et qu'elle choisisse un autre job, quoi. Mais qu'il fallait de toute manière qu'elle fasse un choix, parce que là, c'était pas cohérent. Elle l'a compris, c'est quelqu'un d'intelligent, donc quand même, elle a fini par comprendre, elle a trouvé, elle a déménagé, voilà, elle a élargi sa recherche et ça a fonctionné. Il faut juste vous dire que il faut vous dire, et encore un théorème, que moins j'ai de critères et plus ma zone géographique de recherche diminue, et plus j'ai de critères et plus ma zone géographique de recherche augmente. Si vous cherchez un job de cariste à un rayon de 30 km autour de chez vous, il est fort à parier que vous allez augmenter vos chances par rapport à un gars qui va chercher un job de cariste ou autre dans le domaine de l'aéronautique par exemple. Le sixième péché capital, c'est de ne pas savoir se mettre à la place de son employeur. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Il faut considérer son employeur comme son plus gros client. Apprenez à écouter, à capter ses signes d'intérêt, à savoir de quoi il a envie. On parlait de séduction tout à l'heure. On en est là. Lorsque votre employeur vous embauche, il souhaite faire une bonne affaire. Débrouillez donc vous pour que lorsque vous annoncez vos prétentions salariales et lorsque vous vous vendez, ils se disent c'est pas cher. Là, je suis en train d'acheter un gars, je suis en train de me payer des compétences vraiment pas cher. Ça veut pas dire qu'il faut se brader, je vous le redis encore. Je vous dis juste qu'il faut que vous construisiez une valeur qui soit 4-5 fois supérieure à celle qu'il a dans sa tête, lui. Je vais vous donner un exemple. En présupposant vos réponses. Si demain je vous échange 1 euro
contre un billet de 10 euros. C'est-à-dire que je vous demande 10 euros et je vais vous donner 1 euro. Il est fort à parier, en présupposant vos réponses, que vous allez me dire non, ça vaut pas le coup du tout, je fais pas le deal. Ça, c'est quand l'employeur, il reçoit un candidat qui ne fait pas du tout l'affaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas les qualifications, il n'a pas les compétences, il a rien pour lui. Donc ça, next, c'est facile pour lui. Ensuite, il y a la deuxième possibilité, sur 3. La deuxième possibilité, c'est, tenez, je vous échange 10 euros contre 10 euros. Ça, c'est ce que la majorité des gens font. C'est-à-dire qu'en gros, les candidats, ils valent 2500 euros ou 2000 euros et ils proposent pour 2000 euros. C'est-à-dire, voilà, je vaux 2000 euros, ce sont mes compétences. Et ça pose problème parce que tous les candidats font ça. C'est là que vous vous retrouvez vraiment en concurrence avec la masse en général, c'est que la plupart des gens font ça. On dit, ouais, voilà, le poste, il vaut tant, je coûte tant. Du coup, l'employeur, dans cette situation, a beaucoup plus de mal à choisir et choisit sur des critères beaucoup plus personnels. Ou voilà, des critères, vous le verrez quand on fera le module entretien, ça sera beaucoup plus des critères qui vont parler, qui vont être des critères objectifs, mais plus des critères humains, finalement, qui sont extrêmement importants et qu'il faut que vous cultiviez. Mais disons que c'est dommage à compétences égales que vous fassiez avoir là-dessus. Nous, ce qu'on veut faire, c'est l'effet suivant. On veut que je vous échange, que vous échangiez un billet de 50 contre un billet de 10. Là, il y a du change. Là, vous faites la différence. Et si vous savez générer ça dans l'esprit de votre employeur, vous avez tout gagné et vous êtes quasi sûr d'avoir le poste parce que très peu de gens voient les choses comme ça. Alors évidemment, on verra comment valoriser son offre, comment valoriser son métier. Pour récapituler ce concept de valeur qui est extrêmement important et pour justement arriver à se mettre à la place de votre employeur, dites-vous que vous devez construire une valeur qui est bien supérieure au salaire que vous demandez, comme la balance que vous voyez qui illustre très bien ce propos. Et le dernier des 7 péchés capitaux de la recherche d'emploi, c'est le manque de souplesse. Le manque de souplesse peut vous impacter à plusieurs niveaux au niveau de votre recrutement. Avoir une idée trop précise, par exemple, de ce que vous voulez, ça peut vous décevoir à vous parce que du coup, vous allez fermer le spectre, comme on en a parlé un petit peu avant, de vos recherches. Et du coup, ça risque de vous épuiser et de vous faire du mal à votre confiance en vous et à écorner votre motivation. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Essayez un petit peu d'abaisser vos attentes. Je suis pas en train de vous dire de faire une croix sur l'entreprise de vos rêves, juste de vous dire, voilà, si je l'ai, c'est super génial. Ceci dit, je vais prendre un petit plan B et me dire que voilà, si je suis dans cette situation-là, et si je vais dans une entreprise qui fait ça, à défaut, ça pourrait être pas mal. Et puis aussi, n'oubliez pas que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et des fois, vous pouvez avoir de très très belles surprises. Moi, j'ai un exemple concret d'un ami que j'avais un petit peu aidé dans sa recherche d'emploi. Donc lui, c'était un commercial BTP qui était particulièrement spécialisé dans les enduits. Donc, il travaillait dans une grosse boîte, un gros groupe français qui vend des enduits. D'ailleurs, l'enduit de votre maison est très certainement de cette marque. Et du coup, il cherche, il avait démissionné, il cherche une entreprise et il tombe sur une boîte qui vend des fosses septiques. Si vous préférez, lui vendait de l'enduit, vendait de quelque chose vraiment qui était un petit peu sexy dans le domaine qui était de l'ordre de la déco, et là il se met à vendre des fosses septiques, le truc qui à la base est pas du tout, le poste qui fait pas rêver clairement quoi. Eh bien il se trouve qu'il a commencé, il s'est dit tiens allez je vais m'ouvrir, voyons voir qu'est-ce qui va se passer à ce poste-là. Il est rentré, il a trouvé une super ambiance dans cette entreprise. Il y avait effectivement pas grand monde qui voulait faire ce métier, qui était expert là-dedans. Donc du coup, il s'est retrouvé très vite avec des très bons salaires et il s'est retrouvé finalement à faire une des plus belles expériences de sa carrière avec un statut cadre. Il a monté très très vite les échelons. Il a passé 3 ans de rêve dans cette boîte-là. Donc du coup, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et des fois, il y a des entreprises qui peuvent paraître pas super sexy comme ça et qui peuvent réserver de très belles surprises. Donc du coup la souplesse ça vous aide un petit peu aussi à ça, c'est à vous dire à un moment tiens pourquoi je tenterais pas ça. Le deuxième souci que vous pouvez rencontrer quand vous manquez un petit peu de souplesse, c'est à l'entretien d'embauche. Parce que si le recruteur pressent que vous manquez de souplesse et que vous êtes quelqu'un de plutôt rigide, ça risque d'être compliqué, à moins d'être un expert comptable et des métiers vraiment où on demande, on va dire, une certaine rigidité qui peut peut-être potentiellement vous servir. Mais même, la souplesse est super, super importante. Parce que si la personne, elle ressent ça, elle va se dire, oulala, cette personne va me faire suer, elle va rentrer dans mes effectifs et elle va être compliquée à gérer parce que, il faudra pas la sortir de ce qu'elle veut faire. Et donc ça peut vraiment vous pénaliser. Et enfin, le troisième point, c'est quand vous rentrez, quand vous êtes embauché dans l'entreprise, si vous manquez de souplesse à ce moment-là,
Pendant la période d'essai notamment, ben là, vous êtes sûr que vous terminez pas votre période d'essai, quoi. Là, c'est d'une évidence claire, quoi. Si vous commencez à dire ah mais non, mais moi je fais pas ça ou moi je fais pas ce genre de choses, dites-vous que la période d'essai, on va y revenir parce qu'on a tout un pan là-dessus. La période d'essai, elle est faite justement pour vous tester, vous challenger un petit peu. Donc si là vous commencez à faire votre rigide, on n'est pas bien. Sachez-le, on n'est pas bien du tout, on est mal barré, vraiment. Donc du coup, voilà, méfiez-vous du manque de souplesse. Voilà, essayez autant que possible. Je vous dis pas qu'il faut être un mollusque, hein. Je vous dis juste que autant que possible, essayez de voilà d'être le plus malléable possible.